Le Colisée des Ténèbres. La corvette stellaire, Luciole, glissait entre les champs d'astéroïdes à la frontière du secteur rouge, une région connue pour être un territoire disputé entre l'Empire galactique et les clans pirates. Gabriel Kane, ancien soldat impérial, portant des cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, observait attentivement le radar tandis que son partenaire, Elias Voss, scientifique renégat, vérifiait les coordonnées pour le prochain saut spatial. Nous avons du carburant pour 2 sauts supplémentaires avant d'atteindre Nouvelle-Éden, informa Elias, ses doigts dansant sur les contrôles holographiques. Les colonies indépendantes nous offriront un refuge, au moins temporairement. Gabriel acquiesça, ses yeux reflétant la lumière des étoiles. Tous deux étaient des déserteurs du régime impérial, transportant des informations précieuses sur de nouveaux systèmes d'armement qui pourraient changer l'équilibre du pouvoir dans la galaxie. Ils avaient échappé de justesse à 3 patrouilles impériales durant les dernières 48 heures, mais la fatigue commençait à prélever son tribut. « Quelque chose ne va pas », murmura Gabriel, remarquant une anomalie sur les capteurs. Cette route devrait être dégagée, mais il y a... Le vaisseau trembla violemment, coupant sa phrase. Les panneaux de contrôle commencèrent à clignoter en rouge, tandis qu'Elias jurait en plusieurs langues. Une habitude acquise lors de ses voyages à travers des dizaines de mondes. « Champ d'interdiction », constata Gabriel, sentant le métal du vaisseau vibrer sous ses doigts. Activé trop tard pour l'éviter. Un champ d'interdiction était une technologie rarement vue en dehors des forces impériales. Un réseau énergétique qui empêchait les sauts vers l'hyperespace et diminuait drastiquement la propulsion subluminique de tout vaisseau. Ils avaient échappé à d'autres systèmes de capture, mais cette fois, c'était différent. Les capteurs révélèrent la source, des pirates du clan Tequila Room, notoires pour leur cruauté et leur efficacité, avaient tendu une embuscade parfaite. « Préparez-vous à l'abordage », la voix rauque résonna dans le communicateur. La résistance signifie une mort instantanée. La coopération, signifie simplement que vous mourrez plus tard, mais de façon plus intéressante. 3 vaisseaux d'attaque encerclèrent la petite corvette, tirant des rayons paralysants qui désactivèrent ses systèmes défensifs. Un puissant rayon tracteur les aspira inexorablement à l'intérieur d'un cargo colossal dont l'apparence rappelait un insecte prédateur métallique. Lorsque les écoutilles de la corvette furent forcées à s'ouvrir, la vision qui les attendait glaça leurs entrailles. L'intérieur du cargo pirate abritait des rangées de cages remplies de prisonniers, aux regards vides et désespérés. Certains semblaient avoir été capturés depuis des semaines, leurs vêtements déchirés et leur corps marqués par des cicatrices récentes. « Belle prise !» s'exclama un homme à la barbe tressée avec des perles métalliques et une cicatrice proéminente qui descendait de l'œil gauche jusqu'au menton. 2 spécimens en excellente forme physique. Ils rapporteront de belles mises au Colisée. Elias tenta de résister, mais reçut un coup de bâton énergétique qui le laissa inconscient. Gabriel, reconnaissant la futilité d'une résistance immédiate, se laissa menotter, ses yeux enregistrant chaque détail du cargo, chaque garde, chaque sortie potentielle. « Où nous emmenez-vous » demanda Gabriel, tandis qu'il était poussé dans une cellule avec Elias. Un des gardes rit. Au spectacle le plus sanglant de ce côté de la galaxie, estimez-vous privilégié? La plupart des candidats sont des esclaves ou des criminels de bas étage. Vous semblez avoir un certain entraînement. Pendant 3 jours, le cargo navigua sur des routes obscures, s'arrêtant occasionnellement pour capturer plus de participants. Au matin du 3e jour, la corvette de transport entama sa descente en spirale vers une île tropicale, isolée sur une planète principalement océanique appelée Thalassa.
connu uniquement des contrebandiers et des hors-la-loi. Gabriel et Elias furent poussés dehors avec 25 autres captifs. L'air était chaud et humide, chargé d'arômes de végétation luxuriante et d'embruns marins. Tout autour, des forêts denses contrastaient avec des plages de sable blanc. Au loin, des montagnes volcaniques émergeaient des nuages, leurs pentes couvertes de végétation exotique aux teintes pourpres et rouges. Bienvenue au Colisée des Ténèbres, mes chers gladiateurs involontaires. Un homme grand, avec un cache-œil technologique qui pulsait en teinte bleue, s'approcha, vêtu d'un uniforme mélangeant des éléments de haute technologie avec des accessoires décoratifs apparemment primitifs. Je suis le capitaine Sargas, votre hôte, et malheureusement pour vous, également votre bourreau, si vous ne fournissez pas un divertissement adéquat. Les prisonniers furent alignés, tandis que Sargas marchait devant eux, évaluant chacun comme des marchandises. Les règles sont simples, bien que quelque peu exigeantes. 10 hordes de créatures, 3 jours de survie. Chaque horde apporte une menace différente, chacune conçue pour tester des aspects distincts de vos capacités. Survivez, et peut-être, juste peut-être, nous vous laisserons partir. Sargas expliqua alors que les prisonniers servaient un objectif plus grand. Divertir des parieurs d'élite de tout le cadran dans un spectacle intergalactique de sports sanglants, diffusé à des clients exclusifs. La grande armée, murmura un des prisonniers proches de Gabriel, un homme plus âgé avec des tatouages impériaux décolorés. Les mercenaires les plus cruels de l'Empire utilisent ce nom maintenant, mais peu connaissent sa véritable origine. « Que savez-vous à ce sujet ?» demanda Gabriel discrètement. « Seulement des rumeurs. On dit que c'était le nom d'un ancien système de protection planétaire, un réseau de vaisseaux de défense avec des mégastructures capables de protéger des mondes entiers contre toute menace. Ils ont été désactivés il y a des millénaires pour faire place à des systèmes de protection plus petits et plus proactifs. Proactifs, des systèmes qui éliminent les menaces avant même qu'elles ne se concrétisent, envoyant des soldats pour éliminer d'autres races ou des dangers imminents aux planètes impériales. Les mercenaires d'aujourd'hui ont adopté le nom, mais ils n'ont aucune idée du pouvoir qu'ils représentent réellement. La conversation fut interrompue lorsque les pirates commencèrent à lancer des armes aux prisonniers, toutes vieilles, partiellement endommagées, ou avec des limitations significatives. Gabriel réussit à saisir un pistolet laser à charge partielle et un couteau de combat à lame irrégulière. Elias, maintenant rétabli, obtint un fusil à plasma ancien et 2 grenades à concussion. Une alarme stridente déchira l'air de l'île. Au loin, un rugissement grave fit vibrer l'air. Des oiseaux exotiques s'envolèrent de la cime des arbres, fuyant le danger imminent. « Première horde libérée », annonça Sargas par le système de communication. « Que le sang coule pour la gloire des parieurs. Nous avons besoin d'une position élevée, maintenant. » Gabriel tira Elias par le bras, courant vers un affleurement rocheux tout en analysant le terrain. 2 autres prisonniers suivirent son exemple, des soldats impériaux déserteurs comme lui, à en juger par les cicatrices caractéristiques d'implants neuraux retirés à la hâte. Ils se présentèrent rapidement comme Amsik et Delian. « Félin carapacé », alerta Amsik, sa voix portant l'accent caractéristique des colonies minières de Proxima. « Je les ai déjà affrontés lors d'une mission d'extermination. Si vous restez sur terrain plat, vous devenez de la nourriture en quelques secondes. » La première créature surgit de la végétation dense, un félin d'environ 2 mètres de hauteur, avec des plaques osseuses naturelles couvrant les parties vitales de son corps et des yeux jaunes qui brillaient comme de l'acide corrosif. Son corps musclé se déplaçait,
avec la fluidité mortelle d'un prédateur suprême. 5 autres apparurent simultanément, encerclant l'élévation selon un schéma clairement coordonné. « Intelligence de meute », observa Gabriel. « Quand je vous le dirai, tirez dans les yeux. 3, 2, 1, maintenant. » 4 tirs synchronisés percèrent l'air, touchant l'une des créatures qui s'effondra avec un glapissement aigu. Les autres félins hésitèrent momentanément avant de reprendre leur avancée avec une prudence redoublée. Dans le champ ouvert, en contrebas, 2 pirates qui avaient été jetés dans l'arène furent encerclés par 3 félins. L'un d'eux tenta de grimper à un arbre, mais fut renversé et traîné dans la végétation, laissant une traînée de sang qui contrastait avec le vert vibrant de la végétation. Pendant 20 minutes tendues, le groupe de Gabriel repoussa des assauts coordonnés des prédateurs. Elias se révéla étonnamment compétent avec les armes pour un scientifique, réussissant des tirs précis qui maintenaient les créatures à distance. Quand le dernier félin fut finalement abattu, une cloche résonna à travers l'île. Des 27 participants initiaux, il ne restait que 18 survivants. Intervalle pour les paris, expliqua Delian. Les sponsors réajustent leur mise en fonction de la première performance. Durant l'intervalle, des groupes temporaires se formèrent. Des alliances précaires naquirent de la nécessité immédiate de survie. Delian, qui apparemment avait des connaissances sur la région, partagea un secret pendant qu'il soignait des blessures superficielles. « Cette île n'est pas seulement un champ de bataille aléatoire », murmura-t-il, vérifiant qu'aucun drone de surveillance ne se trouvait à proximité. Elle cache quelque chose de très ancien. Les pirates utilisent ces combats non seulement pour le divertissement, mais aussi pour cartographier la région sans risquer leur propre vie. Ils recherchent de la technologie perdue dans les cavernes souterraines. « Quel genre de technologie ?» interrogea Elias, soudainement intéressé. « Je n'en suis pas certain, mais les rumeurs mentionnent des armements capables d'abattre des croiseurs impériaux avec facilité. » Au crépuscule, le groupe de Gabriel s'était élargi à 6 personnes. Ils improvisèrent des torches et se positionnèrent stratégiquement près d'un lac cristallin qui offrait accès à de l'eau potable. Quand l'obscurité s'approfondit, la seconde alarme retentit. La surface du lac, auparavant paisible, commença à bouillonner. Un serpent amphibien aux écailles iridescentes émergea, son corps sinueux s'étendant sur plusieurs mètres. Sans avertissement, il projeta un jet de liquide corrosif contre 2 prisonniers proches de la berge, qui hurlèrent tandis que leur peau se dissolvait. En quelques secondes, des dizaines de serpents similaires émergèrent, leurs yeux à facettes calculant froidement le moment de l'attaque. « Cercle de torches », ordonna Gabriel. « Elles réagissent négativement au feu, maintenez-les à distance. » Elias, démontrant de l'initiative, lança une grenade dans la partie la plus dense du lac, créant une explosion qui dispersa momentanément les créatures. La seconde bataille fut encore plus brutale que la première. Les serpents attaquaient, par vagues coordonnées, ne reculant que pour se regrouper. Quand la cloche sonna finalement, annonçant la fin de la horde, il ne restait que 16 survivants. Le groupe de Gabriel avait perdu un membre entraîné vers les profondeurs du lac, malgré les efforts pour le sauver. « Les paris sont le véritable spectacle », commenta Amsik, tandis qu'ils observaient des drones médicaux récupérer les corps pour analyse. Des milliards de crédits changent de main, lors de nuits comme celle-ci. Nous ne sommes que des pièces dans un jeu de riches qui s'ennuie. Tandis que les autres se reposaient, Gabriel observait attentivement les montagnes distantes, où des lumières occasionnelles indiquaient la présence d'installations cachées. Ce fut à ce moment que naquit silencieusement un pacte entre les 4, Gabriel, Elias
Hamsik et Delian. Ils ne mourraient pas comme divertissement pour des pirates et des parieurs. Ils trouveraient une sortie où, au minimum, transformerait le jeu à leur avantage. Le deuxième jour s'est levé avec un brouillard épais couvrant la forêt. Le groupe avait trouvé refuge dans une petite grotte naturelle après la bataille contre les serpents amphibiens. Ils étaient blessés, épuisés, mais déterminés à survivre. « Les pirates savent où nous sommes ?» observa Gabriel, examinant le ciel à travers une ouverture dans la roche. « Ces drones ne sont pas seulement pour la transmission. Ils cartographisent nos mouvements, apprennent nos stratégies. » Elias acquiesça, travaillant sur une modification improvisée pour son fusil. « Plus nous résistons, plus les prochaines hordes seront difficiles. » Il calibre le défi pour maximiser les paris. À l'aube complète, la troisième alarme résonna à travers l'île, marquant le début de la nouvelle horde. Le ciel, auparavant vide, se remplit d'ombres découpées contre les nuages. Des oiseaux prédateurs géants, avec des envergures de près de 5 mètres, planaient en cercle de plus en plus bas. Des Therian vautours, identifia Delian, utilisés dans les campagnes impériales pour nettoyer les champs de bataille. Ils sont plus intelligents qu'ils n'en ont l'air. L'un des oiseaux plongea à une vitesse impressionnante, ses serres osseuses étendues. Il saisit un homme sans protection qui courait entre les arbres et l'éleva, ignorant ses cris. À quelques mètres de hauteur, il le lâcha simplement. L'impact fut fatal, les os se brisant de façon audible et grotesque. Gabriel, Elias, Hamsik et Delian travaillèrent rapidement, positionnant des troncs tombés comme barricades sous la canopée particulièrement dense des arbres, créant un périmètre défensif improvisé. À la jonction des ailes, cria Elias, tirant avec son fusil modifié contre un oiseau qui tentait de plonger à travers le feuillage. C'est là que le système nerveux se concentre. La bataille aérienne dura presque 2 heures. Les oiseaux, incapables d'atteindre leur proie protégée sous les cimes denses, devinrent de plus en plus agressifs et imprudents. Le groupe profita de cette agitation, abattant les prédateurs un après l'autre avec des tirs calculés, quand le dernier Therian vautour tomba, ses ailes membraneuses se tordant dans des spasmes finaux. Il ne restait que 12 survivants au total. Les autres avaient été emportés dans le ciel ou déchirés par des serres aussi tranchantes que l'obsidienne. Pendant l'intervalle suivant, alors qu'ils vérifiaient leurs provisions de plus en plus rares, Elias fit une découverte intrigante. En cherchant du matériel pour renforcer les armes, il remarqua un fragment métallique partiellement exposé sous les racines tordues d'un arbre millénaire. En le déterrant, il révéla une pièce de technologie avec des inscriptions extraterrestres dans un métal qui semblait absorber la lumière au lieu de la refléter. « Technologie ancienne », murmura Gabriel, examinant soigneusement l'artefact, antérieur à la Confédération ou même à l'Empire. Delian avait raison, conclut Elias. Cette île cache quelque chose, et je parie que c'est lié à ce que le prisonnier a mentionné, la Grande Armée. Ils eurent à peine le temps de théoriser sur la découverte quand la 4e alarme retentit, initiant une nouvelle horde. Cette fois, le danger émergea du sol lui-même. Des insectes de la taille de grands chiens surgirent de trous creusés instantanément, leurs exosquelettes chitineux reflétant la lumière du soleil en motif hypnotique. Chaque créature possédait des doubles dards qui suintaient d'un liquide visqueux verdâtre. Venom Scarab, identifia Hamsik avec une expression sombre. Utilisé pour les exécutions impériales, le venin paralyse progressivement, en commençant par les extrémités. Gabriel et Elias créèrent rapidement une stratégie, utilisant des matériaux organiques pour générer un rideau de fumée dense
qui confondait les capteurs olfactifs des insectes. La tactique fonctionna partiellement, leur permettant d'éliminer plusieurs attaquants avant qu'ils ne puissent coordonner leurs mouvements. Pendant l'affrontement chaotique, Delian fut touché par un dard qui pénétra sa cuisse droite. Il tomba, mais continua à tirer contre les créatures pendant qu'il était traîné en sécurité par Hamsik. Le venin est paralysant comme Hamsik l'a dit, expliqua Delian, avec une difficulté croissante à articuler les mots. Ce n'est pas immédiatement mortel s'il n'atteint pas d'organes vitaux. J'ai quelques heures avant la paralysie respiratoire. Quand l'essaim se retira finalement, seuls 9 participants avaient survécu. La situation devenait de plus en plus désespérée, avec des provisions limitées et des blessures accumulées, limitant les capacités du groupe. L'après-midi, la 5e alarme annonça la nouvelle horde. Cette fois, contrairement aux attentes, pas des prédateurs, mais de grands herbivores collectifs qui ressemblaient à des rhinocéros géants, à 6 pattes, avec des plaques osseuses sur les côtés. Initialement pacifiques, ils broutaient la végétation basse. « Pourquoi nous enverrait-il des herbivores ?» questionna Elias. La réponse vint quand certains participants désespérés, croyant avoir reçu une trêve, firent exploser des grenades près des créatures dans une tentative de les abattre pour les consommer. Le bruit et la panique qui en résultèrent transformèrent le troupeau en une force destructrice aveugle, avançant, en piétinant, tout sur le terrain, détruisant tout sur leur passage. « Le défilé ?» s'exclama Gabriel, pointant vers une formation rocheuse à quelques centaines de mètres. « Si nous réussissons à les attirer là-bas, ils seront piégés entre les parois. » Le plan était risqué. Ils auraient besoin de quelqu'un pour attirer les créatures, les conduisant précisément dans le piège naturel. Sans hésitation, Hamsik s'offrit pour cette mission suicidaire. « J'ai toujours été le plus rapide du régiment, » dit-il avec un sourire résigné, « et j'ai toujours su que je ne mourrais pas dans un lit confortable. » Avant qu'ils ne puissent protester, Hamsik courut en direction des bêtes, tirant son arme en l'air et criant pour attirer l'attention. Avec une précision remarquable, il guida le troupeau furieux directement vers l'étroit défilé. Au dernier moment, il tenta de s'écarter vers un affleurement rocheux latéral, mais trébucha sur une racine exposée. En quelques secondes, il fut englouti par l'avalanche de corps massifs et de sabots implacables. Quand la poussière retomba et que l'alarme retentit, marquant la fin de la 5e horde, il ne restait que 7 participants vivants sur l'île. Le 2e jour se terminait avec des perspectives sombres pour les survivants. Le 3e jour se leva sous un ciel orageux, des éclairs occasionnels, illuminant des nuages chargés qui promettaient une pluie torrentielle. Gabriel, Elias et Delian, dont l'état s'était stabilisé grâce aux techniques médicales d'urgence appliquées par Elias, se réunirent avec les 4 autres survivants pour un conseil de guerre improvisé. La voix amplifiée de Sargas résonna à travers les haut-parleurs disséminés sur l'île. « Jour final, mes gladiateurs, les paris n'ont jamais été aussi élevés. Aujourd'hui, nous faisons l'histoire dans le circuit de divertissement galactique. » « Il semble plus excité que d'habitude, » observa Lyra, une technicienne de navigation impériale qui avait rejoint le groupe. « Quelque chose va changer aujourd'hui. » Gabriel acquiesça, partageant ses soupçons. « Je crois que les hordes finales seront différentes. Nous devons trouver des réponses sur cette île avant qu'il ne soit trop tard. » Il avait à peine fini de parler que la 6e alarme retentit, marquant le début d'un autre affrontement mortel. Cette horde apporta des créatures
qui semblaient être des œuvres de bio-ingénierie avancée. Des quadrupèdes élégants, avec des rayures luminescentes, pulsant sous des peaux translucides. Ils marchaient comme des prédateurs calculateurs, l'électricité statique crépitant visiblement autour de leur corps mince. « Bioconducteur », murmura Elias, capable de générer et diriger des charges électriques assez puissantes pour carboniser un homme. Gabriel observa attentivement le comportement des créatures, remarquant comment elles évitaient les flaques d'eau formées par la pluie qui commençait à tomber. Elles évitent l'eau. La conductivité doit interférer avec leurs systèmes internes. Utilisant cette observation, Gabriel élabora une stratégie. Il conduisit le groupe vers un terrain naturellement marécageux, où ils attirèrent les créatures pour les poursuivre en cercle. Quand plusieurs d'entre elles étaient suffisamment proches les unes des autres sur un sol détrempé, ils tirèrent sur le sol, au lieu de viser directement les créatures. L'eau amplifia et conduisit les décharges électriques défensives que les créatures libérèrent instinctivement, créant une réaction en chaîne qui les électrocuta les unes les autres. Sans aucun intervalle pour récupérer, la 7e horde surgit immédiatement. Un crocodilien gigantesque de près de 15 mètres de long émergea d'un lac apparemment innocent, où les survivants avaient établi un campement temporaire. Le prédateur ancien se déplaça avec une vitesse surprenante pour sa taille colossale, saisissant Déliane par la jambe avant qu'il ne puisse réagir. Elias, démontrant des réflexes remarquables, réussit un tir précis dans l'œil de la créature, causant assez de douleur pour qu'elle relâche momentanément ses mâchoires. Ce bref moment permit à Gabriel de tirer Déliane en sécurité, bien qu'avec des blessures significatives à la jambe. Les survivants restés coordonnèrent une attaque conjointe, lançant leur dernière grenade directement dans l'eau, où le prédateur s'était replié. L'explosion sous-marine créa une onde de choc dévastatrice qui tua la créature instantanément, mais révéla également quelque chose d'inattendu, des parties de métal ancien exposées au fond du lac, clairement non naturelles. Quand la 7e alarme se tut finalement, il ne restait que 5 participants vivants. « Nous ne recevons pas d'intervalle », alerta Gabriel, remarquant que la 8e alarme retentit presque immédiatement. « Ils veulent en finir avec la compétition aujourd'hui. » La 8e horde se manifesta comme un essaim dense d'insectes volants minuscules, presque invisibles individuellement, mais formant collectivement des nuages sombres. Leur bourdonnement aigu révélait leur nature mortelle. Chaque insecte transportait un venin paralysant, assez puissant pour abattre des créatures beaucoup plus grandes lorsqu'ils attaquaient en masse. Ce fut à ce moment critique que le fragment métallique qu'Elias transportait commença à vibrer intensément, émettant une légère lueur bleuâtre. Instinctivement, il le leva au-dessus de sa tête. À la surprise de tous, une impulsion d'énergie invisible s'étendit en cercle concentrique, abattant instantanément les insectes dans un rayon de 50 mètres. « Interférence neurale », murmura Gabriel, admirant la technologie qui surpassait tout ce qu'il connaissait, même des arsenaux impériaux les plus avancés. « Ça pourrait être notre salut », dit Lyra, regardant l'artefact avec une nouvelle compréhension. « Avez-vous une idée de ce qui est réellement enterré dans cette île ? Les histoires que j'ai entendues pendant mon temps au commandement impérial. Nous ne sommes pas sur une île ordinaire. Nous sommes sur un vaisseau interstellaire submergé. »« Un vaisseau ?» questionna Gabriel, tout en aidant à stabiliser Déliane, dont les blessures dans la jambe s'aggravaient. « Comment une île entière pourrait-elle être un vaisseau ? » ?»« Pas seulement un vaisseau, » expliqua Lyra pendant qu'il cherchait
un abri contre la pluie qui tombait maintenant, torrentiellement. Une mégastructure de défense planétaire, une partie du légendaire système, la Grande Armée. Le fragment réagit plus intensément, observa Elias, remarquant comment l'artefact pulsait en synchronisation avec les tonnerres distants, comme s'il essayait de communiquer avec la structure principale. Les archives impériales mentionnaient en cela, continua Lyra. Avant les systèmes de défense actuels, il existait d'énormes vaisseaux boucliers capables de protéger des planètes entières contre les invasions ou les catastrophes cosmiques. Ils ont été désactivés il y a des millénaires, quand l'Empire a adopté des stratégies plus agressives et proactives, comme éliminer les menaces potentielles avant même qu'elles ne se manifestent, compléta Gabriel, en envoyant des soldats et des flottes pour détruire des civilisations entières considérées comme dangereuses. Exactement. Le nom, la Grande Armée, a été adopté ultérieurement par les mercenaires impériaux les plus létaux, mais peu connaissent sa véritable origine. Le groupe décida de suivre le signal du fragment qui pulsait plus intensément quand il était pointé vers les montagnes lointaines. Portant Delian blessé, ils avancèrent avec difficulté à travers la forêt boueuse, évitant consciemment les zones où les drones de surveillance patrouillaient. Après des heures de marche épuisantes, ils arrivèrent à une caverne partiellement cachée dans la pente abrupte. Le fragment vibrait maintenant avec une telle intensité qu'Elias pouvait à peine le tenir. « Il y a quelque chose qui bloque l'entrée principale », observa Gabriel, remarquant des rochers qui semblaient stratégiquement positionnés. Travaillant ensemble, ils retirèrent les obstacles, révélant un tunnel qui descendait en spirale vers les profondeurs de la montagne. Le chemin était long et sinueux, avec des marques extraterrestres occasionnelles sur les murs qui émettaient une faible luminescence quand ils s'approchaient. « Ce n'est pas seulement l'entrée d'un vaisseau », chuchota Elias, étudiant les symboles. « C'est un système de défense complet, conçu pour rester caché jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. » Après presque 1 heure de descente de plus en plus profonde, le tunnel se termina brusquement, s'ouvrant sur une chambre colossale qui laissa tout le monde momentanément sans voix. Ils étaient dans ce qui était clairement le pont de commandement d'un ancien vaisseau extraterrestre. Des panneaux de contrôle incurvés et des postes de travail organiques s'illuminèrent doucement quand ils entrèrent, comme si le vaisseau se réveillait d'un sommeil millénaire. « Incroyable », murmura Lyra, ses yeux professionnels de navigatrice, identifiant système des contrôles. La technologie est avancée même selon les standards actuels. Elias s'approcha de ce qui semblait être la console centrale, où une dépression hexagonale correspondait parfaitement à la forme du fragment qu'il portait. Quand il inséra la pièce, le vaisseau entier trembla légèrement et des systèmes endormis commencèrent à s'éveiller en séquence. Une voix synthétique, étonnamment mélodieuse, remplit l'environnement. Protocole de réactivation initié, système de défense, la Grande Armée, prêt à recevoir des commandes après un cycle d'hibernation de 3427 années locales. La Grande Armée n'est pas le nom du vaisseau, réalisa Gabriel, les pièces s'assemblant finalement dans son esprit. C'est le nom du système de défense planétaire entier. La voix de l'IA s'adressa directement à Elias, le reconnaissant apparemment grâce au fragment. Commandant identifié par la relique Ki, unités hostiles détectées à la surface, protocole de nettoyage susceptible d'activation. Je demande permission pour neutraliser les éléments hostiles. Elias échangea des regards avec les autres avant de répondre. Permission accordée. Neutraliser uniquement les éléments hostiles armés. Épargner ceux qui se rendent et les non-combattants. Commande acceptée.
initiation du protocole de neutralisation sélective. À la surface de l'île, des drones anciens et sophistiqués émergèrent de compartiments cachés partout, attaquant avec une précision chirurgicale uniquement les pirates armés. Le spectacle sanglant se transforma en chaos absolu quand les transmissions furent interrompues et que les parieurs privilégiés virent leurs investissements s'effondrer en temps réel. « Ceci est un vaisseau semence », expliqua l'IA tout en affichant des hologrammes détaillés des systèmes. Conçu pour terraformer des mondes et établir des périmètres défensifs contre les menaces cosmiques et biologiques. Je détecte que vous, porteur de la relique Key, possédez des marqueurs génétiques compatibles avec mes créateurs. Avec cette technologie, dit Gabriel, contemplant les implications, nous pourrions libérer des colonies entières de l'oppression impériale, rétablir l'équilibre perdu depuis des millénaires. 3 mois plus tard, des rumeurs couraient sur des défenseurs mystérieux libérant des colonies opprimées. 5 vaisseaux semences avaient été activés par Elias, Gabriel et leurs alliés. Les impériaux sont en panique, rapporta Delian, rétabli. Ils ne comprennent pas comment des colonies éloignées repoussent leurs croiseurs. La Grande Armée n'était que le début, expliqua Gabriel, observant un hologramme de la galaxie. Il existe des dizaines de ces vaisseaux dispersés, endormis depuis des millénaires. Un héritage laissé pour que nous l'utilisions quand nous serions prêts, réfléchit Elias, les symboles extraterrestres tatoués sur son bras. Gabriel regarda l'espace à travers le hublot. Tout a commencé avec des civilisations qui croyaient suffisamment en l'avenir pour planter des graines de liberté. Et maintenant, nous sommes les jardiniers, conclut Elias. Le vaisseau semence entra en distorsion spatiale, emportant non seulement une technologie ancienne, mais l'espoir pour une galaxie qui avait depuis longtemps oublié sa signification. Créer ces histoires demande du temps, du dévouement et beaucoup de passion. Chaque épisode est conçu avec le plus grand soin par Pierre Bonaparte pour vous offrir une expérience unique. Si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous souhaitez soutenir encore plus le projet, même une petite contribution fait une énorme différence. Cela permet à la chaîne de se développer davantage et d'offrir des histoires toujours plus immersives avec des sons et des visuels qui vous transporteront dans un autre monde.